Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Depuis cette nuit, l'aventure que nous avons connue pendant plus de 8 ans s'est terminée sur un épisode qui achève la narration de la même manière que cette saison 8 l'aurait fait. Il accorde une fin à une bonne partie des questions qu'on se posait tous, mais le fait-il de la bonne manière et surtout les réponses sont-elles les bonnes? Passons quelques minutes ensemble pour étudier tout ça. Générique. L'épisode débute sur Tyrion qui erre entre les corps de ce qui reste des rues de Port-Réal avec des nuées de cendres qui tournent autour de lui. Son regard est à l'image de ma réaction au moment du visionnage de l'épisode 5. Il était malsain mais il était destiné à nous montrer la chute de Daenerys dans la folie la plus sombre. Sur leur passage, Davos et Jon croisent Vergris qui est sur le point d'exécuter les prisonniers de la garde royale. Les ordres de la reine sont clairs, éliminer tous ceux qui ont suivi Cersei, volontairement ou non. L'opposition entre les deux hommes est forte, mais Jon sait parfaitement qu'il ne peut rien faire à ce moment et qu'il doit échanger avec la reine. Tyrion part lui à la recherche des corps de son frère et de sa sœur qui avaient été ensevelis dans les ruines du Donjon Rouge. Il s'enfonce dans les sous-sols et se retrouve dans la salle où s'étaient réfugiés les deux amants. Finalement, il retrouve les corps grâce à la main factice de Jaime et ils gisent là, sous les pierres, enlacés dans une finale étreinte à l'image de leur vie chaotique. Tyrion craque alors, pas seulement à cause de la mort de ce qui restait de sa famille, mais il craque tout simplement sur tous ces échecs qu'il a vécus. Il repense aux mots de Varys qui le prévenaient de ce qui risquait d'arriver. À la fin de l'épisode précédent, Arya réussissait à s'échapper de ce brasier géant qui était Port-Réal, monté sur ce cheval providentiel qui était perdu en plein milieu des ruines fumantes de la cité. Arya était donc partie loin de cette horreur et je prévoyais qu'elle puisse aller retrouver sa sœur pour organiser une opposition dans le nord. Mais en fait, elle a juste fait demi-tour et on la retrouve sur la place principale de Port-Réal où elle observe son frère s'avancer vers cette reine tueuse de masse. Les Dothraki par milliers occupent la place pour célébrer leur victoire et le fait qu'ils vont finalement obtenir ce qui leur avait été promis, le pillage des alentours. Rappelez-vous qu'ils sont extrêmement nombreux et qu'ils sont remontés à bloc, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. J'ai eu l'impression de revivre ensuite la scène de Star Wars, le réveil de la force, avec l'exposition des troupes du Premier Ordre alignées par milliers pour assister au discours du général Hux et au déclenchement de l'arme de l'étoile de la mort. Jon monte les marches pour retrouver Dany et il retrouve Flash, en fait Vergris, qui a réussi à exécuter les gardes et à faire le chemin jusqu'à là bien plus vite que notre Jon Snow national. Daenerys fait son entrée très remarquée sur le dos de Drogon et quand elle s'avance, les ailes du dragon se déploient derrière elle comme si elle avait finalement, comme le disait son frère, relâché le dragon qu'elle avait en elle. L'image est impressionnante et la mise en scène à ce moment est fantastique et pleine de symbolisme. La reine est bien une Targaryen, elle assume pleinement ce nom et elle prend sa place et fait son discours comme elle l'avait fait dans le désert face aux troupes Dothraki. Vergris est qualifié de soldat le plus valeureux et le plus fidèle de la conquête de Port-Réal et elle n'a pas totalement tort. Il est tombé lui aussi dans cette spirale de haine et de violence meurtrière qu'il ne pouvait plus maîtriser ni l'un ni l'autre. Ils sont perdus tous les deux et ils ne pourront plus jamais rattraper ces actes qui sont impardonnables. Voilà pourquoi ils se confortent l'une et l'autre dans cette logique de justice pour les peuples en éliminant les peuples. S'il n'y a plus de victimes, il ne peut pas y avoir de crimes et donc de criminels. C'est la logique la plus simple, mais dans ce cas, qui est le dernier criminel, sinon celui qui a crié Dracarys? Il est finalement nommé commandant des armées, lancé dans une guerre libératrice de Winterfell à Dorne et sur tout Westeros. Les lances frappent le sol et on sent le cœur de Daenerys qui frappe de fierté et de rage. Tyrion se lance dans une dernière tentative de morale sur la reine, mais il s'agit plus ou moins d'un ultime acte suicidaire. Elle sait qu'il l'a trahi, il sait vers quoi il se dirige, mais il doit expérimenter toute la honte qu'il a contre lui, même en la défiant une dernière fois. Et les battements s'arrêtent comme le cœur de Tyrion à ce moment parce qu'il se dirige vers sa mort inévitable. En même temps, c'est pas vraiment la première fois qu'il est censé mourir et il a quelques cartes bonus dans sa manche, comme on le verra. Jon, lui, ne fait rien, comme d'habitude, parce que c'est sa reine et qu'il ne veut pas être roi. Mais Arya sait lui rappeler tout ce qu'implique le règne de cette Daenerys première du nom et le regard qu'elle a qui lui révèle qu'elle est une tueuse à présent et pas juste une briseuse de chaînes. Jon et Tyrion échangent en cellule sur ce qui va arriver et que risquent vraiment Jon et sa famille si Daenerys continue sur la même voie. Sansa et Arya ne plieront jamais le genou devant elle et pour ça, elle les passera par le feu, elle l'a déjà fait. J'ai adoré la démonstration de Tyrion sur l'évolution de Daenerys parce que je retrouvais exactement les arguments de ma précédente vidéo. Elle a tué à plusieurs reprises de manière légitime et ses actes l'ont conforté dans son sentiment d'agir pour la justice en suivant son destin. Elle veut construire un monde meilleur, mais elle est capable d'éliminer quiconque se trouve sur son chemin vers le paradis. Tyrion demande alors à Jon de l'éliminer à ce moment parce que ce sera la dernière chance de le faire avant qu'elle ne prenne le pouvoir pour de bon et qu'elle devienne intouchable. Tyrion veut profiter du chaos des ruines et de la célébration de la victoire pour couper les racines de ce règne maléfique. Et pour ça, quoi de mieux que de rappeler à Jon ses vœux d'entrer à la garde de nuit.
Jon s'entête encore dans sa logique de fidélité et de parole donnée, mais la graine est plantée et il sait ce qu'il va devoir faire même si c'est contraire à tous ses principes. Il passe un Drogon dissimulé sous les cendres qu'il contrôle comme un gardien de la porte et qu'il laisse passer parce qu'il reconnaît un ami et un Targaryen. La reine est finalement dans la salle du trône, tout comme dans sa vision, mais les dégâts sont encore plus impressionnants que dans la vision qu'elle a eue dans la tour des Undying. Elle approche du trône et je pensais vraiment que juste avant qu'elle le touche, Jon allait entrer pour l'interrompre. Mais contrairement à dans la vision, elle parvient à toucher le trône parce qu'elle a certainement fait pire que ce qui était prévu pour elle. Elle n'a pas juste éliminé Cersei, elle a détruit la ville. Jon essaye de la ramener à la raison et en même temps de la tester pour voir jusqu'où elle serait capable d'aller. Elle maintient sa logique et n'exprime aucun remords pour ce qu'elle a été capable de faire. Si elle avait fait volte-face et qu'elle regrettait, son sort aurait finalement été peut-être plus difficile pour les spectateurs. Mais le fait qu'elle maintienne sa logique et même qu'elle s'enfonce encore plus vers la terreur, tout ça justifie totalement le geste de Jon qui la libère de tous ses actes. Comme la trahison dont il avait été victime à la garde de nuit par Holly et Alliser Thorne, Jon poignarde Daenerys dans le cœur et il réalise à ce moment le mythe d'Azor Ahai qui tue sa femme Nissa de la même manière pour créer l'épée appelée Illumination. Il sauve les peuples comme Azor Ahai des ténèbres que représente Daenerys et la tyrannie qu'elle est sur le point de mettre en place. Daenerys meurt dans le silence et la solitude. Pas de musique triste ou de grands élans de cordes. Le moment est intimiste et plein de tendresse finalement entre Jon et sa reine. Drogon fait son entrée et découvre sa mère morte, et après quelques tentatives de la ranimer, il se rend compte que c'est fini. Le tête-à-tête entre le dragon et Jon rappelle en quelque sorte les cris qu'il avait poussés face à Viserion à Winterfell. Mais Drogon n'attaque pas un Targaryen. Il déverse sa rage sur ce trône qu'il voit sans doute comme la cause de la perte de sa mère, ou alors il a une sorte de connexion mentale avec Jon qui lui fait comprendre qu'elle cherchait le trône de manière obsessive, tout comme Gollum cherchait l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Le trône est l'anneau et il est à présent réduit en métal liquide par Drogon qui saisit sa mère et s'envole vers des lieux inconnus. Et grâce à ce geste, une partie de la vision se vérifie quand même parce qu'elle va retrouver Drogo dans le monde des morts avec son dragon. Plusieurs semaines ou mois plus tard, on retrouve Tyrion en prison qui est conduit par Vergris jusqu'à l'arène de Port-Réal où les négociations avaient eu lieu avant l'attaque des Marcheurs Blancs. Tous les seigneurs de Westeros sont réunis pour entamer les négociations et discuter du futur. On connaît la plupart qui ont pour certains bien changé comme Robin Arryn et d'autres qui nous sont totalement inconnus parce qu'ils sont les random guys qui ne servent qu'à compléter l'assemblée. Ajoutons à ça le nouveau prince de Dorne qui sort de je ne sais où et qui ne dira pas d'autre mot que aïe. On est donc d'accord qu'avant cette assemblée, le monde s'était littéralement arrêté parce que Tyrion n'était pas là. Pas de dirigeant, pas de négociation, pas de prise de décision. Finalement, on est tous sauvés parce que Tyrion est sorti de sa cellule par Vergris et il est présenté comme un des deux accusés de la trahison ultime contre Daenerys pour la moitié et le sauvetage d'une bonne partie de l'humanité pour le reste. Les discussions sont tendues et Vergris semble totalement fermé à toute proposition parce qu'il veut justice. Une justice targaryenne, expéditive et radicale. Les camps se dévoilent avec Yara qui reste profondément fidèle à son engagement avec Daenerys et qui veut la mort de Jon et Tyrion comme Vergris, et de l'autre côté Sansa et les autres dirigeants de Westeros qui recherchent une solution plus diplomatique et surtout sauver les fesses de Jon. Après un passage magnifique où Edmure Tully tente le mouvement de sa vie en se proposant pour la couronne, ce Tully qui n'a strictement rien fait de bien et qui aurait même plutôt tout foiré dans sa vie, de la flèche pour mettre le feu à la dépouille de son père, en passant par le mariage qui a quand même entraîné les noces pourpres, il a passé 3 saisons dans les geôles des frais, pour finalement ressortir et penser qu'il est le client parfait pour devenir roi. Rien que pour ça, il mérite une récompense. Mais Sansa le ramène gentiment sur terre en lui demandant de se rasseoir sagement. Tyrion, lui, réussit à ce moment à passer du statut de prisonnier sur le bord de la falaise à conseiller principal du royaume avec un monologue digne d'un des plus grands politiciens de l'histoire, Nicolas Machiavel, qui avait déclaré: pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé car les événements de ce monde ont en tout temps des liens autant qui les ont précédés. Créés par les hommes, animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. La référence est claire et le modèle colle totalement au personnage qui va finalement décider à lui seul de qui se retrouvera à la tête des hommes. Et à la surprise générale, c'est finalement Bran le Brisé qui est nommé pour porter la couronne et la validation est demandée à tous ces seigneurs illustres, enfin certains. Je récapitule 2 secondes la scène. Un accusé de trahison décide du sort du royaume en choisissant son leader. L'héritier légitime qui a tué une concurrente autoproclamée et totalement folle reste en prison et n'a pas son mot à dire, mis à part « She's my queen ». La suite, le nouveau seigneur de Dorne, qui est une terre à la recherche de l'autonomie depuis des centaines d'années et d'une fierté impressionnante, ne dit pas un mot sinon « Ok, c'est bon pour ce roi que je connais pas ». On choisit un roi en le légitimant par son statut de corneille aux 3 yeux,
alors que la plupart des participants au conseil n'ont aucune idée de ce que ça représente. Sansa fait sa sale gosse en disant qu'elle veut l'indépendance parce que ses troupes ont souffert, et pour finir, Vergris, qui était prêt à partir en guerre, valide tout ça sans vraiment râler. Comme d'habitude, l'idée peut être bonne, mais elle est bâclée. Bran le Brisé devient donc le roi des 6 couronnes et il choisit pour main le pauvre Tyrion dans le but de lui faire réparer pour le reste de sa vie les erreurs qu'il a commises avec Daenerys. Jon, qui pourrissait dans sa cellule, est informé par ce même Tyrion que plutôt que de lui donner la couronne à laquelle il avait totalement le droit, on va finalement l'envoyer à la garde de nuit qui n'existe encore que pour trouver une punition crédible à l'assassin de la Reine Folle. Il quitte donc Port-Réal habillé de sa tenue de la garde de nuit pour dire adieu à sa famille et en passant il croise les Dothraki qui déambulent tout simplement sur les quais, bien loin de leur image de guerriers impitoyables. Ils se sont sans doute résignés et repartent vers Essos pour retrouver tous ceux qui n'étaient pas partis. Vergris annonce son départ sur l'île de Nath avec les Immaculés. Une magnifique idée de se rendre sur l'île de sa bien-aimée, mais il a juste oublié un détail. Dans les livres, on parle sur Nath de la maladie des papillons qui est mortelle sauf pour les locaux de l'île. Mais les showrunners ont dû lire les livres, sinon ils n'enverraient pas toute une armée vers la mort. Jon retrouve donc sur les quais ce qu'il reste de la famille Stark avec Sansa d'abord qu'il pardonne finalement, même si quand même tout le bordel vient d'elle au final et de ne pas avoir gardé sa langue ou tenir sa promesse. Arya lui dévoile qu'il ne la verra plus parce qu'elle a finalement choisi de jouer les explorateurs à l'ouest de Westeros pour découvrir ce qui n'existe pas encore aux yeux des hommes. Des terres à découvrir, des hommes à réduire en esclavage ou à éliminer dans un but de colonisation peut-être. C'est malheureusement le prix de l'exploration et de la découverte aux yeux de l'histoire. Son aventure risque d'être palpitante par contre, et si un spin-off était envisagé à un moment, je pense que je serais client de voir de quoi est capable Arya sur d'autres terres, armée de ses compétences hors du commun. Bien sûr, Maisie Williams n'est pas engagée dans un tel projet, mais j'aurais aimé voir ça. Dites-moi si vous auriez aimé vous aussi voir ce voyage fascinant et inquiétant d'Arya sur les terres inconnues. Elle se rapproche ici dans son départ de celui de Frodon dans les terres immortelles à cause de la blessure qu'a provoqué l'anneau, tout comme Arya part vers les terres inconnues parce que cette aventure l'a profondément blessée. Brienne rend hommage de son côté à Jaime en corrigeant les espaces manquants sur la page du livre des chevaliers. Elle y inscrit tous les hauts faits de celui qu'elle aimait, en enjolivant un peu la vérité et en insistant surtout sur le bon côté de ses choix. Ce que la série fait avec Brienne, les showrunners auraient pu le faire avec Jaime en lui accordant une fin un peu plus glorieuse et un arc qui se termine à la hauteur de l'évolution de son personnage et sa recherche d'absolution pour les péchés qu'il a commis. Mais il manquait de temps et n'avait pas assez d'épisodes devant eux. Attendez. Si, en fait la production leur avait proposé plus d'épisodes. Ok. Les jours ont passé et nous nous retrouvons finalement à la table du conseil avec les seigneurs qui se joignent à la main du roi avec tout d'abord la présentation du livre d'histoire du royaume que Sam l'archimestre a lui-même intitulé A Song of Ice and Fire, qui est aussi le titre de la première trilogie de George R.R. Martin pour notre aventure. Tyrion s'inquiète du sort qui est réservé à son nom dans ce livre, mais Sam lui explique qu'il ne serait même pas évoqué en fait. C'est une référence astucieuse à la discussion qu'avaient eu Sam et Varys à la fin de la saison 2 où Varys disait tout simplement que les livres n'aborderont même pas son rôle. Les autres seigneurs sont Bronn pour le grand argentier du royaume, une idée assez pragmatique mais finalement dangereuse quand on connaît le goût de l'animal pour le pognon. Davos qui est devenu grand amiral et qui essaie de reconstruire l'armada de la couronne avec les fonds que lui accorde le grand argentier. Brienne est à la tête de la garde royale et porte les nouvelles armoiries de la couronne, à savoir la corneille aux 3 yeux. Une étrange décision étant donné que cette croyance est issue de la religion des enfants de la forêt et qu'elle est quand même assez loin de la religion des 7 qui est pratiquée à Port-Réal. Bran s'inquiète au conseil de la position actuelle de Drogon et Sam l'informe qu'il aurait été aperçu à l'est. Le dragon est sans doute parti en direction de Valyria pour y déposer le corps de Daenerys en compagnie des autres membres de la famille Targaryen et des restes de dragons. Et pour finir, la musique de Ramin Djawadi nous fait vivre la fin du chemin pour tous les Stark avec Arya qui part à l'aventure sur les mers vers les terres inconnues de l'ouest, Sansa qui est la reine du nord et Jon qui retrouve Tormund et Ghost à Château Noir, ou au moins la nouvelle version beaucoup plus minimaliste de Château Noir, et Ghost a finalement droit à son moment de retrouvailles avec son maître. C'est pas un câlin d'accord, mais les effets spéciaux empêchaient simplement ce type d'échange, donc une grosse caresse devrait finalement nous suffire. Et pour finir, Jon part avec Tormund et les sauvageons au-delà du mur, et là, 2 possibilités s'ouvrent dans nos esprits. Au moins jusqu'à la diffusion du reportage sur la saison 8 et les précisions qui devraient nous être apportées. Donc soit Jon part au-delà du mur pour vivre avec son vrai peuple du Nord, soit il partait pour les guider et pour revenir reprendre son poste de 1000e Lord commandant de la garde de nuit. Personnellement, j'opterais pour la deuxième parce que Jon est un homme de principe et de devoir, on l'a assez vu dans la série,
et ça aura finalement été son défaut principal. Ça y est les amis, c'est fini. On peut dire au revoir à Game of Thrones une bonne fois pour toutes et cet épisode, même s'il est un peu bâclé comme toute cette saison 8, apporte quand même tout un tas de réponses à des questions essentielles. Les personnages arrivent tous au bout de leur aventure et auront tous connu une évolution assez impressionnante, avec loin devant tous les autres Arya et Sansa qui seront passés par les épreuves les plus traumatisantes pour finalement atteindre le but qu'elles s'étaient fixé au départ de la série. Cette saison 8 aura donc un problème que j'ai répété à chaque critique, les événements sont palpitants et plutôt bien pensés, mais ils sont terriblement amenés et il manque tellement de contexte ou de travail pour construire leur arrivée qu'ils perdent tous en densité et en impact sur le public. En conclusion, j'ai aimé la série depuis ses débuts, j'ai adoré le contenu de cette clôture inspirée par les idées de George R.R. Martin, mais la forme du scénario est tellement médiocre que j'ai pas été aussi touché par la fin que j'aurais pu l'être si Martin avait écrit les livres avant que je les retrouve à l'écran. Au moins, la réalisation était à la hauteur et certaines images restent quand même au niveau de ce qu'on peut découvrir sur grand écran. C'est donc fini pour aujourd'hui, vous retrouverez d'autres critiques avec le retour prochain de Stranger Things, Westworld l'année prochaine, The Witcher d'ici la fin de l'année et si le format est adapté, Good Omens à la fin du mois. Merci d'avoir suivi la vidéo, ce n'est pas parce que Game of Thrones est terminé que mon travail l'est pour autant, j'ai tout un tas de nouvelles séries à vous faire découvrir et les vidéos qui vont suivre vous aideront dans vos choix de visionnage. Merci à tous de votre attention, on se retrouve en fin de semaine pour la critique de Dark et peut-être celle de la saison 2 de The Raid. N'oubliez pas, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur séries et jeux vidéo.